Salut à tous, aujourd'hui je voulais faire un point détaillé avec vous sur l'utilisation de mon nouveau système solaire hybride après 7 mois environ de mise en service avec mon pack batterie au lithium titanate de 16,9 kWh. Nous verrons ce que ça a changé par rapport à mon ancien système solaire réseau et je vous montrerai des chiffres, des graphiques et des tableaux détaillés de ma nouvelle consommation d'électricité, que ce soit sur le réseau Enedis que sur l'utilisation de mon pack batterie. C'est parti! Alors petite chose avant de commencer, je vais vous faire un petit récapitulatif de mon installation actuelle. Actuellement je dispose de 3 plans photovoltaïques. Mon premier plan photovoltaïque de 1600 watts crête exposé plein sud avec une inclinaison d'à peu près 30 degrés. Mon deuxième plan photovoltaïque de 1020 watts exposé également plein sud à 90 degrés d'inclinaison. Et mon troisième plan photovoltaïque de 1020 watts également exposé ouest avec une inclinaison quasi plate puisque je suis à peu près à 15 degrés, 10-15 degrés d'inclinaison. Pour recevoir ces 3 plans photovoltaïques, je dispose de 2 onduleurs hybrides pour 2 plans et d'un régulateur de charge eSmart 3 pour mon troisième plan photovoltaïque. Concernant la partie stockage, je dispose de 16,9 kWh de batterie en LTO, lithium titanate. Donc depuis 7 mois, je suis passé d'une installation solaire réseau en installation hybride puisque là je suis passé sur des onduleurs hybrides 5 kVA, donc je dispose de 10 000 watts de puissance théorique. Et ces 2 onduleurs hybrides sont en configuration off-grid. Lorsque je suis sur mon installation solaire, je dispose d'un inverseur de source automatique qui me permet de basculer directement sur mon installation solaire. Et lorsque mes batteries sont déchargées, je rebascule automatiquement sur Enedis. À présent, je vous propose de passer sur un tableau Enedis qui reprend ma consommation depuis mon installation jusqu'à aujourd'hui. Et là, on est début juin. Dans un premier temps, je vous propose ce petit bar graphe tiré du site Enedis qui nous permet de visualiser depuis octobre la consommation sur le réseau. En octobre et novembre, donc on est passé sur batterie avec le nouveau système hybride. Donc là, on a alterné entre utilisation batterie et réseau Enedis. Et puis, dès que l'on est arrivé en décembre-janvier, on n'est pas du tout passé sur batterie, on est resté sur le réseau Enedis. Alors, comme dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué, à l'époque, je n'avais pas d'inverseur de source automatique. Donc, mes panneaux solaires permettaient de charger un petit peu mon pack batterie. Mais la nuit, lorsque mes onduleurs hybrides fonctionnaient, consommaient au moins ce qui avait été chargé dans la journée. Et donc je ne pouvais pas repasser sur batterie, ça ne suffisait pas pour recharger le pack totalement. Donc décembre-janvier, on voit là en décembre on a consommé un peu moins de 700 kWh et en janvier un peu moins de 800 kWh. Donc là, en gros, c'est notre consommation Enedis sur ces 2 mois-là, puisqu'on n'a utilisé aucun kilowattheure des batteries. À partir de février, j'ai installé un inverseur de source automatique qui permettait de ne pas faire fonctionner les onduleurs la nuit. Et ceci permettait de recharger les batteries et de reprendre la charge le lendemain au même niveau. Du coup, les batteries ne se déchargeaient pas la nuit comme avant. Si j'avais installé ce système, en décembre et janvier, j'aurais peut-être pu passer 1 ou 2 fois sur mes batteries, alors que là, c'était hors de question de repasser sur batterie, puisque les onduleurs la nuit fonctionnaient et ne s'éteignaient pas, même s'ils ne me fournissaient pas l'énergie pour la maison. Donc à partir de février, on a commencé à bien utiliser le pack batterie, malgré évidemment, ça a été général en France cette année, un printemps et une fin d'hiver vraiment très mauvais. Et du coup, la consommation a été quand même beaucoup plus importante que l'année précédente et même que les années précédentes. À titre d'exemple, on va prendre le mois de mars qui s'est écoulé.
on a consommé au mois de mars 173,7 kWh d'énergie sur le réseau Enedis. Alors que le mois de mars 2020, donc un an avant, on avait utilisé 315,2 kWh. Alors c'est là qu'on voit qu'effectivement le pack batterie a permis vraiment de réduire considérablement la consommation, même au mois de mars, où on est encore en période hivernale. En l'occurrence, on avait encore du chauffage. La consommation totale au mois de mars de cette année, on était à 433 kWh en total de consommation. Donc ça veut dire qu'on a quand même utilisé 259 kWh sur les batteries et sur l'installation solaire en général. Alors pour comparer donc avec le mois de mars 2020, donc un an avant, nous étions à peu près dans le même ordre d'idée de la consommation totale, 433 kWh. Sauf que là, effectivement, on voit bien, on avait quand même consommé 315,2 kWh sur le réseau Enedis. Donc là, déjà dès mars, on a quand même une belle réduction de consommation sur le réseau grâce au pack batterie. En février, même chose, on constate une réduction de notre consommation en février par rapport à l'année d'avant. Nous étions à 550 kWh à peu près l'année d'avant. Et là, cette année, on est à peu près à 450 kWh de consommation sur le réseau Enedis au mois de février de cette année. Donc on constate quand même une belle réduction. Donc ceci avec la même installation photovoltaïque, donc avec la même puissance crête de 3600 watts crête. Donc la différence se joue vraiment là grâce au pack batterie. Et là ça devient intéressant à partir d'avril où eh bien en avril on a consommé, il y a 12 kWh, donc on peut dire que c'est totalement négligeable, on peut dire qu'on est passé 100% autonome à partir d'avril. Avril, mai, zéro consommation également sur le réseau. Donc là, ça fait, là on est début juin, on est toujours sur batterie, on n'a absolument rien consommé depuis plus de 2 mois sur le réseau Enedis. Et une belle économie d'énergie grâce aux batteries à partir du mois de mars. Donc pour rentrer dans les détails, je vous ai pris le petit graphique de mars de cette année où l'on voit effectivement eh bien, qu'on est passé régulièrement sur batterie puisque ce genre de graphe où on a 0, donc le 9 mars par exemple, on est à 0 de consommation, on est resté totalement sur batterie. Et globalement, même début mars, où on a très peu consommé, 5 kWh, ça représente vraiment une toute petite consommation, où là on peut dire qu'on est resté globalement quasiment la totalité de la journée sur batterie. À partir du 10 mars, on a une reprise de consommation Enedis parce qu'il a dû faire moins beau, soit c'était des journées grises où il pleuvait, et là effectivement on constate des consommations de 15 voire 20 kWh par jour. Donc qui correspond à la consommation par jour en hiver avec du chauffage où on peut atteindre 20 et au plus profond de l'hiver on peut atteindre jusqu'à 40 kWh d'électricité de consommation par jour. Et là on voit l'effet du pack batterie où on passe à 5 kWh de consommation régulièrement, où on arrive à 0 de consommation à partir du 23 mars. Pendant plusieurs jours, on a une petite consommation fin mars, le 28 mars, avec là c'est vraiment rikiki, hein, on est à 2-3 kWh de consommation seulement. Donc c'est juste un passage sur le réseau Enedis puisque peut-être que la veille on avait une journée grise et que ça n'a pas suffisamment chargé les batteries. Et puis depuis fin mars, eh bien, on constate que globalement on reste sur nos batteries, sur l'installation solaire. Voilà une journée type au mois d'avril, et ben là on est content, on reste à 0 sur tout le mois d'avril. Donc là j'ai à partir du 14 avril jusqu'au 13 mai, j'ai choisi cette tranche voilà, au hasard, pour vous montrer que sur un mois, on est resté totalement sur batterie, donc on est totalement autonome à 100% depuis quasiment fin mars en fait. Depuis mi-mars, en gros, on reste totalement sur batterie. Donc voici un petit bar graphe qui vient de Grafana, donc de Home Assistant, qui me relève toutes mes productions photovoltaïques et ma consommation Enedis.
On voit en vert ici la consommation sur onduleur, donc ça veut dire que c'est mon installation photovoltaïque qui fournit l'électricité à ma maison. En jaune ici, nous avons la production solaire. Donc par exemple pour cette journée-là, le 2 mars, on a consommé plus qu'on a produit en fait. Et en bleu, nous avons notre consommation Enedis. Et là, on se rend compte que des jours où, comme cette journée-là, par exemple le 5 mars, eh bien, on n'a absolument rien consommé de notre production photovoltaïque, puisqu'on est passé la veille sur le réseau Enedis, on a consommé à peu près 15 kWh cette journée-là. Et effectivement, on voit bien par rapport à notre production photovoltaïque, on a produit, en gros, cette journée-là, on a produit 3-4 kWh seulement sur toute l'installation. Donc ça ne suffit pas à recharger le pack et à repasser sur l'installation photovoltaïque. Puis plus on avance dans le mois, et bien plus on produit d'électricité parce qu'il a dû faire légèrement meilleur et on repasse beaucoup plus régulièrement sur batterie. Et on se rend compte qu'à partir du 22 mars ici, eh bien que on passe totalement sur le réseau photovoltaïque et qu'on ne consomme plus rien sur Enedis, à part ici un tout petit passage furtif Enedis où on a à peu près 2 kWh sur Enedis. À partir de ce moment-là, eh bien, on produit notre énergie photovoltaïque, le surplus est stocké dans les batteries, et ça permet de passer la nuit et de passer les jours comme ça, les uns après les autres. Je vais vous remontrer ce que je vous avais montré dans une vidéo précédente, l'utilisation de l'inverseur de source. Donc avant, j'utilisais l'entrée de mes onduleurs qui étaient alimentés par Enedis. Donc lorsque je repassais sur Enedis, Enedis passait par mes onduleurs. Donc mes onduleurs ne s'arrêtaient jamais. Ce qui provoquait une consommation la nuit, puisque mes onduleurs tournaient la nuit, alors que je n'avais pas besoin des onduleurs, puisque j'utilisais le réseau Enedis. Donc je vais vous montrer un petit graphique qui permet de visualiser l'intérêt d'avoir un inverseur de source automatique et de ne pas utiliser les onduleurs pour alimenter la maison sur Enedis. Là en l'occurrence j'avais installé mon inverseur de source automatique. Donc là on voit par exemple le 5 mars où on n'a pas dû avoir énormément de soleil. Le pack batterie s'est chargé un petit peu, on est passé de 46 volts et des brouettes jusqu'à un petit peu de 48 volts. Et puis là, c'est la nuit, ça représente la nuit. On n'a pas eu de charge pendant la nuit, mais on n'a pas eu de décharge non plus. Ce qui fait que le lendemain matin, quand le soleil a commencé à redonner, eh bien on est reparti quasiment à la même valeur. Nous étions à 47,8 volts ou 47,9 volts. Et le lendemain, on est reparti à 0,1 volt en dessous pour reprendre la charge. Là, en l'occurrence, cette journée-là, on a dû avoir énormément de soleil, puisqu'on a bien chargé dans la journée, jusqu'à un peu plus de 54 volts, et on est repassé sur batterie. On est repassé sur batterie, voilà, toute la journée. On a réussi à passer la journée, et le lendemain, on a dû avoir encore une journée grise où ça a très peu chargé. On le voit ici, la batterie a très peu chargé pour atteindre 49 volts en gros. Ici, donc c'est la nuit, on voit bien que ça se stabilise. Les onduleurs se sont coupés la nuit, donc n'ont pas consommé l'énergie qui a été sauvegardée ici, et le peu de charge qui a été faite ici n'a pas été consommé par les onduleurs la nuit. Donc le lendemain, eh bien, on est reparti quasiment à la même valeur pour continuer la charge. Et là, encore une fois, on a une belle journée ensoleillée qui nous a emmené à 55 volts. D'où l'intérêt d'avoir un inverseur de source et de repasser directement sur Enedis sans passer par les onduleurs. Du coup, les onduleurs se coupent et ne consomment pas l'énergie dans les batteries la nuit. Alors, que se passe-t-il lorsque mes batteries sont chargées ? Je vous propose cette petite vidéo qui montre le comportement des onduleurs lorsque les batteries sont chargées. Là, on voit, on est en pleine journée, je ne sais pas quelle heure il est, mais imaginons, on est à peu près vers 14 h et mon pack batterie est chargé, il est à 57,1 volts.
Eh bien, malgré une journée bien ensoleillée, on voit qu'ici la production solaire est réduite à 300 watts et en sortie onduleur, on n'a que 250 watts de consommation. C'est-à-dire que là, lorsque mon pack batterie est chargé, mes onduleurs régulent la puissance de mes panneaux solaires pour ne fournir que ce qu'il y a besoin dans la maison. Donc ça marche relativement bien. Donc je voulais vous montrer sur ce graphique un pic de consommation qui a coupé l'onduleur hybride. À ce moment-là, il n'y avait qu'un seul onduleur qui fonctionnait. Je n'avais pas encore installé le on-off de mes onduleurs via Home Assistant. Et donc je n'avais qu'un seul onduleur qui était actif. Nous étions le 7 mars. Le 7 mars, on a eu un pic de consommation à peu près 5400 watts, mais sur un seul onduleur. Résultat des courses, l'onduleur s'est mis en défaut et a coupé le 230 volts dans la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même un pic à à peine 5500 watts coupe les onduleurs et se met en protection. Je n'avais pas encore installé mon inverseur de source automatique, donc coupure d'électricité dans la maison. Si ce pic était arrivé avec l'inverseur de source automatique, ça aurait été totalement transparent puisque l'onduleur s'est mis en protection au-delà des 5000 watts. L'alimentation en sortie de l'onduleur se serait coupée, mais mon inverseur de source aurait détecté l'absence de 230 volts et aurait basculé automatiquement sur Enedis. Et dans ce cas-là, c'est totalement transparent, on ne se rend pas compte de la bascule, on passe directement sur Enedis. Donc ces onduleurs sont donnés pour un pic de quelques secondes à 10 000 watts. Et bien voilà, là je peux vous dire qu'à moins de 5500 watts, l'onduleur s'est arrêté. À la suite de quoi j'ai installé l'automatisation de l'allumage de mon deuxième onduleur via Home Assistant, comme je vous avais montré dans une vidéo précédente. Si ce cas de figure était arrivé, mon deuxième onduleur se serait allumé et je n'aurais pas eu cette coupure puisque le deuxième onduleur serait venu soulager mon premier onduleur. Alors globalement, ce pack batterie de 16,9 kWh, ce que j'ai constaté, c'est que lorsque on arrive à 3000 watts au niveau consommation en sortie d'onduleur, on perd à peu près 1 volt tous les 3000 watts. Donc c'est quand même relativement intéressant, la chute n'est quand même pas vertigineuse. Je vais vous montrer sur cette petite vidéo un pic de consommation où là on a atteint un peu plus de 3000 watts, 4164 watts, et on est à quasiment 55 volts. Donc là, on a quand même une belle tenue du pack batterie, malgré la charge en sortie d'onduleur. Donc voilà, on repasse à 55,5 volts pour une consommation de 2000 watts. Donc on peut dire que c'est quand même intéressant. La tension ne s'effondre pas. On peut quand même atteindre les 3000 watts et on ne perd que 1 volt sur l'ensemble du pack batterie. Donc je vous rappelle, j'ai quand même 4 batteries de 80 Ah en 50-52 volts de tension nominale. Donc là je vous montre un autre exemple où là nous avions 220 watts en sortie d'onduleur, donc on peut considérer que c'est nul. Et on passe à 3000 watts. Là au niveau de la tension de la batterie, 3000 watts on est à 46,4 et quand on est à 200 watts on est à 47,4. Donc on perd bien environ 1 volt tous les 3000 watts. Donc c'est quand même très intéressant. Là je vais vous montrer dans Grafana la charge de mes batteries. Donc là on a un graphe global de la charge des batteries sur 2 mois, depuis début avril jusqu'à fin mai. Là on voit que nos batteries restent relativement chargées la majeure partie du temps. Quand on a des journées grises comme ici, la tension baisse. Donc il faut faire un peu plus attention. Mais tant qu'on n'arrive pas à nos 45 volts ici, on ne rebascule pas sur Enedis. Là, on a eu une bascule sur Enedis puisque le pack batterie est descendu à 45 volts. Et globalement, après, on a eu ce qu'il faut pour maintenir une charge relativement correcte. Si on zoome sur cette partie, par exemple,
on voit que globalement notre pack batterie est chargé en journée. On a la nuit qui arrive et que globalement le lendemain matin, on arrive encore à 52 volts au niveau de la tension batterie. Sur une journée normale ensoleillée, on est à peu près comme ça tous les jours. Donc charge jusqu'à 57 volts et décharge le matin, on est à 52 volts. Donc ceci permet d'avoir quand même une belle autonomie et d'avoir une belle inertie, puisque si on a des journées grises, eh bien même si on repart de 52 volts, eh bien on pourra quand même tenir, on pourra tenir malgré un ensoleillement faible, et même des journées de pluie, on pourra tenir quand même quelques jours. Alors évidemment, si on a de la pluie ininterrompue pendant plusieurs jours, inévitablement la batterie ne se chargera pas suffisamment et on arrivera inévitablement à 45 volts et on repassera sur Enedis. Mais là, on peut prendre un exemple où il n'a pas fait très beau, où il a dû pleuvoir. Nous étions à 57 volts, batterie chargée. Là, on arrive le soir, on décharge, on décharge, on décharge. Et là, on arrive le lendemain où eh bien, la batterie a continué à se décharger, se décharger, se décharger, pour arriver au plus bas à 47,5 volts. Donc là, en l'occurrence, cette deuxième journée, on voit bien qu'il a dû pleuvoir toute la journée. Les panneaux solaires ont fourni un peu d'électricité pour la maison, et le reste donc, qui manquait a été puisé dans les batteries. Alors évidemment, si on a plusieurs journées de pluie comme ça, inévitablement, on va baisser, on va arriver à 45 volts. Là, en l'occurrence, ça s'est stabilisé le troisième jour, où là, eh bien, on a réussi à stabiliser, on a dû avoir quelques éclaircies. Et on est reparti le lendemain, il a fait du soleil, on a remonté la tension de la batterie à 52,5 volts. Là, je vous montre une journée, donc c'était le 7 mai, où eh bien, on a eu du soleil, donc là, la batterie a chargé, les panneaux solaires ont fourni l'énergie dans la maison, et le surplus a été chargé les batteries. Et là, on se rend compte qu'à 13h29 et 40 secondes précisément, notre pack batterie a été totalement chargé. On est arrivé à 57,1 volts, 57 volts. Et dans ce cas-là, eh bien, même si nos panneaux peuvent fournir de l'électricité, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, nos onduleurs régulent la puissance de nos panneaux solaires pour ne fournir que ce qu'il faut. Donc l'énergie que l'on doit disposer pour alimenter la maison et puis pour maintenir juste la charge des batteries. Là on se rend compte, malgré les 3600 watts crête de panneaux solaires, donc qui ne sont pas énormes, hein, ce n'est pas une puissance excessive, quand on a plus de 16 kWh de batterie, on se rend compte que à moins de 14 heures, le pack batterie est chargé et que eh bien, on a du surplus photovoltaïque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, en plein été, ça va être encore pire, puisque le soleil va donner encore plus. Même par journée grise, on arrivera à charger notre pack batterie, même en plein été, même avec 3600 watts crête de panneaux solaires. Donc là, on est sur une période à partir de mars-avril où 3600 watts crête de panneaux solaires suffisent à charger le pack batterie, mais ne suffisent pas en hiver, décembre-janvier, à fournir l'électricité pour charger la batterie. Donc il faut trouver un juste milieu pour ne pas avoir trop de production photovoltaïque et quand même essayer de profiter du système solaire l'hiver. J'avais réglé une charge de batterie à 57 volts et finalement depuis 15 jours, j'ai abaissé ma tension de charge des batteries à 56,5 volts. Pour essayer eh bien, de ne pas atteindre une tension trop élevée sur le pack. Et on se rend compte sur l'application BMS, donc là notre pack batterie est chargé à 56,5 volts. On a juste un maintien de puissance de charge de la batterie à 28 watts, donc qui passe régulièrement à 0, hein, c'est juste du maintien de charge. Et quand on utilise le pack batterie maxi à 56,5 volts, on se rend compte que nos cellules sont très bien équilibrées. On est à 10 millivolts d'écart de tension entre la cellule la plus élevée et la plus faible. Donc là, on tourne à 2,56 et 2,57 volts au niveau des cellules. Donc ça me paraît être bien pour l'utilisation de ce pack.
on est en dessous des 2,6 volts par cellule, sachant que les cellules LTO ont une tension maxi de 2,8 volts. Donc là, on a quand même une marge de sécurité, et ça nous permet de ne pas utiliser toute la capacité du pack. Juste pour vous montrer en bleu ici notre consommation Enedis, où sur les grosses journées de consommation, on était à 37 kWh donc par jour, pour une production solaire de 1,67 kWh. Donc on est très très faible au niveau production en plein hiver, malgré les 3600 watts crête de panneaux solaires. Donc là, on se rend compte que l'on a eu très peu de production solaire en décembre et janvier. Il a fait vraiment très mauvais. Et ça n'a pas permis de passer sur batterie. Et là, on voit globalement sur notre graphe qu'à partir de février, à la mi-février, on est revenu régulièrement sur batterie, puisqu'on a eu quand même un ensoleillement un peu plus intéressant, malgré un printemps quand même maussade. Et donc, à partir du moment où nos panneaux ont commencé à produire beaucoup plus, eh bien, on est repassé sur notre installation solaire beaucoup plus régulièrement. Et puis, fin mars, eh bien, là, on passe quasiment en totalité sur le réseau solaire. Nous allons voir à présent le rendement de notre installation photovoltaïque. Pour cela, j'ai choisi le mois de mai de cette année, puisque tout le mois de mai, nous sommes restés sur batterie, enfin sur batterie ou installation photovoltaïque en général. Donc c'est plus facile de calculer un rendement sur un mois entier. Sur le mois de mai, mes panneaux solaires ont produit 269,8 kWh d'électricité. Et nous avons eu une consommation de 255,19 kWh. Nous ne sommes jamais passés sur le réseau Enedis du mois de mai, donc on peut en déduire le rendement de notre installation photovoltaïque. Et si on calcule, on arrive à 94,77% de rendement. Donc ce qui est plutôt intéressant, alors ce rendement englobe l'utilisation sur batterie, mais aussi l'utilisation de l'énergie produite directement par les panneaux solaires. Donc là, on peut en conclure quand même que le rendement est intéressant, même quand on passe sur batterie. En global, batterie plus panneaux solaires, on arrive à un bon rendement. Donc voilà un premier bilan de l'utilisation des batteries LTO l'hiver et au printemps. Donc là, on peut dire qu'à partir de mars, on est totalement autonome grâce à ce pack batterie et malgré une puissance photovoltaïque relativement réduite, puisque 3600 watts crête, ce n'est pas énorme. Mais on voit bien que c'est suffisant à partir de fin février, début mars, pour passer quasiment 100% en autonomie totale. Pour information, je vous indique que nous consommons environ 10 kWh par jour d'électricité, sans chauffage. On tourne à peu près à 10 kWh. En moyenne, on est à un peu plus, entre 8 et 10 kWh d'électricité par jour, donc c'est quand même une consommation modérée, sans le chauffage. Alors évidemment, quand on a le chauffage, on peut monter quasiment jusqu'à 40 kWh par jour d'électricité. Au niveau de ces 8 kWh, entre 8 et 10 kWh de consommation d'énergie par jour, toute la maison est électrique. Donc nous avons un ballon d'eau chaude électrique, des plaques à induction, un four électrique, grille-pain, enfin tout ce qui peut être utile dans une maison, utile ou pas hein, d'ailleurs, hein, après ça dépend de chacun, mais on a une utilisation normale de l'électricité dans une maison, mais en faisant attention, on arrive à une consommation de l'ordre de 8 à 10 kWh par jour, ce qui est quand même relativement faible. Dernier petit point que je souhaitais aborder avec vous quand on est en autoconsommation et qu'on essaye d'être en autonomie totale d'électricité, eh bien c'est la production d'eau chaude. Quand on n'a pas le choix, quand on ne peut pas installer de panneaux solaires thermiques pour chauffer l'eau chaude, ou que pour l'instant voilà, on n'a pas de chauffe-eau thermodynamique, eh bien la production d'eau chaude en ce qui me concerne se fait de façon électrique. Avant, je disposais d'un ballon électrique de 200 litres qui avait une résistance de 2000 watts.
je consommais minimum 4 kWh par jour pour avoir de l'eau chaude. Ce ballon est installé dans un local chauffé dans la maison, donc au niveau des perditions chaleur, on n'est pas dans des pires conditions. Mais pour combler la perte, la chute de la température de l'eau chaude la nuit, eh bien il fallait minimum 2 kWh d'électricité pour ramener l'eau chaude à la même température que la veille. Donc ça veut dire que si on était à 30 degrés, eh bien il fallait déjà 2 kWh pour ramener cette eau à 30 degrés le lendemain. Et il me fallait encore 2 kWh pour avoir de l'eau chaude. Cet hiver, j'ai modifié ce ballon, alors je l'ai changé tout simplement parce qu'il était percé, et j'ai acheté un ballon d'eau chaude de 100 litres. Donc j'ai réduit la capacité de mon ballon de 100 litres, j'ai divisé par 2. Par ailleurs, donc ce ballon d'eau chaude est pourvu d'une résistance stéatite de 1200 watts. Donc il y a en fait deux résistances de 600 watts. Et comme je suis sur batterie, je préfère faire tourner plus longtemps mon ballon, mais le faire tourner sur 600 watts au lieu des 1200 watts. Donc j'ai débranché la moitié de la résistance, donc mon ballon d'eau chaude actuel tourne en 600 watts et tourne 4 heures par jour. Il tourne de 13 heures à 17 heures tous les jours. En l'occurrence, les 100 litres nous suffisent largement. Nous n'avons pas une consommation extrême d'eau chaude, donc les 200 litres pour nous étaient trop. Pour 3 personnes dans l'habitation, les 200 litres étaient trop. Nous sommes passés sur un 100 litres avec 600 watts de puissance, ce qui nous fait une consommation de 2,4 kWh d'électricité par jour. Résultat des courses, on a réduit notre consommation électrique de 1,6 kWh par jour pour la production d'eau chaude. Résultat des courses, avec 1,6 kWh d'énergie en moins par jour, on a quand même de l'eau chaude et on n'est pas en panne d'eau chaude. Alors je vous avoue que l'hiver, il faut faire un tout petit peu plus attention puisque l'eau froide qui rentre dans le ballon est beaucoup plus froide. Mais en faisant attention, même l'hiver, ça suffit. Lorsque l'on est sur batterie, chaque kilowattheure compte et chaque kilowattheure économisé par jour nous permet d'avancer dans l'autoconsommation et surtout dans l'auto-indépendance au niveau énergétique. Lorsque nous étions sur une installation solaire réseau, j'utilisais le routeur solaire pour envoyer le surplus photovoltaïque dans mon ballon d'eau chaude. Donc effectivement, la logique était très différente puisque le surplus photovoltaïque en mode réseau, si on ne l'utilise pas, est renvoyé sur le réseau. Donc autant l'utiliser, et là en l'occurrence, le surplus était envoyé dans mon ballon d'eau chaude. Donc là, effectivement, dans cette configuration, on pourrait envisager avoir un 300 litres par exemple, ce qui permettrait d'avoir de l'autonomie au niveau de l'eau chaude. Mais lorsque l'on est en autoconsommation ou en mode autonome, off-grid, le but c'est de consommer le moins possible. Et au niveau de l'eau chaude, c'est de se rapprocher de nos réels besoins au niveau consommation d'eau chaude. En l'occurrence, nous, pour 3 personnes, on n'utilise pas 100 litres d'eau chaude par jour. Donc ça ne servait à rien de chauffer 200 litres tous les jours. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'avoir des informations concrètes. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et on parlera plutôt rentabilité. Alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.